Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. La revanche d'une histoire. Pouvez-vous imaginer ça? En tout cas, c'est exactement ce qu'il se passe avec celle-ci, car je l'ai lue pour la première fois dans 26 dossiers qui défient la raison de Pierre Bellemare. Et ce livre, si vous connaissez un petit peu ma chaîne YouTube, eh bien vous pouvez vous rappeler que je l'ai sorti, mais c'était il y a bien longtemps, pour vous proposer 3 histoires. C'était pour « Mais qui est donc Nadia ?», La lance de la pensée et Le village de l'éternel hiver. Des histoires qui sont bien sûr encore disponibles à l'écoute, pas d'inquiétude. Et voilà donc que cette 4e histoire, que je n'avais pas jugée digne à l'époque, eh bien, m'est revenue en tête il y a quelques jours, et là, je l'ai considérée intéressante, je me suis dit oui, il faut que je la diffuse. En tout cas, c'est une histoire digne du thème d'Halloween, une histoire glauque, avec des frères ennemis et la vengeance d'un mort. Belle découverte, et on se retrouve juste après. Renvoi de balles. Cette fois, nous en étions assurés. Quelques calculs de balistique élémentaire faisant intervenir la vitesse du vent et la flexibilité des queues de vache, un peu de bon sens, et en 2 coups de cuillère à peau, nous allions vous prouver que des faits, rapportés comme fantastiques, pouvaient recevoir une explication parfaitement raisonnable. Seulement, voilà. Le tragique épisode avait été précédé de l'omniprésence d'un arbre centenaire et noueux et la promesse de vengeance d'un mort. Nous fûmes donc bien contraints d'estampiller ce dossier du tampon officiel abracadabrant. Quel est, à votre avis, le temps le plus long que puisse mettre une balle de fusil pour parcourir la distance entre le canon d'une arme et sa cible? Curieuse question. Ne commencez pas à dire que tout dépend de la puissance de l'arme, de son calibre, de l'éloignement avec l'objectif. Ne griffonnez pas de complexes équations. De toute manière, vous ne trouveriez pas. Le record, à notre connaissance, est de 9 ans, 5 mois, 17 jours et quelques heures. Curieuse réponse. Mais il va de soi que ce parcours s'est effectué d'une façon qui défie la raison. Non, non et non, Dudley. Jamais je ne te donnerai mon autorisation pour ça. Jamais, tu m'entends? Eh bien, je m'en passerai de ton autorisation, Sam. Une fois de plus, une altercation vient d'éclater entre les frères Dudley et Sam Shepard. Pour en comprendre à la fois la signification et la sottise, il vous faut prendre un peu de recul et survoler le site. Une ferme a 2 vastes corps d'habitation, réunis par une haute grange autour d'une cour. Le tout, en somme, dessine un vaste U. La grange au fond, les maisons sur les côtés. Et au centre de la cour, l'objet du litige, un arbre. Un orme. Gigantesque, impressionnant, solide et large. Un orme dont les branches principales s'étendent comme des bras noueux sur la cour. Vous avez bien l'endroit devant les yeux? Alors maintenant, l'histoire des lieux et des circonstances. La ferme est située au milieu d'une exploitation de plusieurs centaines d'hectares, au sommet d'une douce colline, non loin de Morristown dans le Tennessee. Elle est la propriété de Sam et Dudley Shepard, les frères ennemis. Jamais ces 2-là n'ont pu s'entendre avant même de savoir marcher. Ils avaient un peu moins d'1 an de différence et auraient pu partager le même parc. Mais pour avoir un peu de tranquillité,
leur mère avait été forcée d'élever au milieu du parc une planche plus haute que les barreaux. Et encore, les deux mini-terreurs parvenaient-elles, on ne sait comment, à s'éborgner mutuellement par-dessus la séparation. Cela ne fit qu'empirer dès qu'ils furent en âge de circuler librement, et cet antagonisme irréductible usa prématurément le cœur de leur mère, qui mourut en 1950. Le père Shepard, lui, quitta ce bas monde en 1957 après un vol plané en réparant la toiture. Mais connaissant ses fils, il avait depuis longtemps rédigé un testament qu'il croyait équitable et judicieux. Équitable, certes, tout était scrupuleusement réparti entre les héritiers. Mais judicieux, on ne peut pas vraiment l'affirmer. En effet, tout devait être partagé en deux, mais partagé par le milieu. C'est-à-dire que chacun des fils recevait la moitié, en surface et en qualité, de tous les terrains, plus une habitation, l'une des branches du U, plus la moitié du bâtiment central, grange et remise. La ligne de démarcation, la frontière en somme, passait par le mi-temps du portail et par le gros orme, l'arbre séculaire, 6 au centre exact de la cour. Ce colosse végétal, le seul bien qui n'existait qu'à un exemplaire, ne pouvait être divisé. À ce propos, la volonté du père Shepard était: on conservera cet arbre honorable qui a donné son nom à notre ferme, le Big Elm Ranch. Cet arbre abrita mon enfance et celle de mon père avant moi. Cet orme a été l'ami et le protecteur de plusieurs générations de Shepard, et il ne pourra y être porté atteinte par mes héritiers ou leurs descendants que si d'impérieuses nécessités pour le bien de l'exploitation les y contraignent. Remarquez le pluriel. Les héritiers ne pourront toucher à cet arbre que si d'impérieuses nécessités les y contraignent. C'est-à-dire que si un seul des deux frères rencontrait une nécessité même majeure, il ne pourrait légitimement toucher à cet arbre sacré qu'avec l'accord de l'autre. Bien sûr, c'est du pinaillage, comme on dit. Mais pour pinailler, vous pouvez faire confiance à nos deux paysans. Suivez bien l'évolution de l'affaire. Dès la mort du père, les deux frères firent, pour une fois, quelque chose d'un commun accord. On vit courir à travers la prairie une barrière de fils barbelés. Deux équipes, respectivement dirigées par Sam et Dudley en personne, chacun secondé par son propre géomètre arpenteur, effectuèrent la pose au centimètre près. La délimitation fut donc matériellement établie depuis l'extrême limite des terrains jusque devant le portail de la ferme. Là, les barbelés furent abandonnés. On ne pouvait décemment pas installer un dispositif aussi voyant en travers de la cour. Qu'aurait donc dit le voisinage? De plus, les deux frères devaient utiliser ce même portail pour entrer, avant de bifurquer l'un à droite et l'autre à gauche. Chacun fit tracer et empierrer son propre chemin pour rejoindre la route du comté. Ils renoncèrent donc au piquant métallique pour l'intérieur, au profit d'une démarcation bien plus stricte, une ligne invisible et absolument infranchissable qui partait de l'entrée et passait juste par le milieu de la cour où trônait le vieil orme, indéracinable et tutélaire, seule propriété commune des deux frères dorénavant. C'était stupide, et la solution de bon sens eût été que l'un des deux parte habiter ailleurs, quitte à vendre son bâtiment à l'autre. Mais évidemment,
aucun des deux n'aurait voulu avoir l'air de céder, de battre en retraite. Alors, ils restèrent. Contrairement à toute attente, il faut bien constater que cela se passait plutôt bien. Tout du moins en apparence. Car si Dudley et Sam ne s'adressaient pas la parole, ils se battaient farouchement par en dessous. Comme l'exploitation d'origine était coupée en deux, chaque moitié devenait trop petite pour rester rentable avec les méthodes modernes, les grosses machines et la chute des prix céréaliers. Ils s'endettèrent pour annexer la moindre portion de terre qui se libérait sur la commune. Chacun ne pensait qu'à agrandir son domaine pour dépasser l'autre, et ils achetaient tout ce qui était achetable aux alentours. Jusqu'au jour où se produisirent deux accrochages, qui n'ont apparemment aucun lien entre eux. Mais on sait bien que rien n'est simple dans les affaires paysannes. En quelques mots, un exploitant retraité, Homer Purday, avait mis en vente une superficie importante. Deux acquéreurs potentiels se placèrent sur les rangs, Dudley et la coopérative. Dudley fit une proposition alléchante. L'offre de la coopérative était inférieure. Dudley allait remporter le marché. Un outsider surgit alors dans la dernière ligne droite, Sam. Il se présenta sur les talons de son frère pour renchérir. Homer Purday se laissa tenter. Topla. Lorsqu'il apprit cela, Dudley, qui se croyait assuré de la victoire, se propulsa chez Purday, le traita de margoulin, d'affairiste, de retourneur de veste et le menaça du pire s'il vendait à son frère. Sur quoi Sam fit de même, haussant le ton d'un cran, promettant à Homer un sort d'épouvante s'il osait revenir sur la parole donnée. Résultat, de peur de fâcher l'un ou l'autre des terribles Shepard, Homer Purday céda son carré de glaise à la coopérative. Et pour bien moins cher, histoire de ne plus avoir les frangins d'enfer sur le dos. D'où l'accrochage de départ. Pour la première fois depuis l'installation de la frontière, Dudley interpelle son frère à travers la ligne invisible. « Alors, t'as bien avancé maintenant, tête de lard ?» Sam feint de se plonger dans l'examen du moteur de sa vieille Dodge. Par-dessus son épaule, il lance « C'est à moi que tu parles, Dud ? Tu vois quelqu'un d'autre ici ? C'est donc moi que t'appelles tête de lard ? Ouais, c'est bien toi, parce que t'es rien d'autre qu'une tête de lard. Et je peux savoir pourquoi ? Parce que t'es pas au courant, bien sûr. Figure-toi que le résultat de tes conneries, c'est que le vieux Purday, il a vendu ses terrains à la copé. Sam sursaute si brusquement qu'il se cogne la tête dans le capot levé. Tu me racontes une blague ? J'ai jamais eu le sens de l'humour, frérot. Homer, qui me faisait lanterner pour tirer le maximum, il a signé pas plus tard que ce matin comme s'il avait eu le feu au cul. Avec la copé. Et c'était moi qui lui avais fait la première offre. T'avais pas besoin de passer derrière. C'était de bonne guerre. Mon offre était meilleure que la tienne. T'aurais dû t'écraser, Dud. Au lieu de ça, t'es retourné voir le vieux. C'était mon droit. Ton droit, c'est ça. Tu lui as fait un tel numéro, tu lui as tellement filé les miquettes qu'il a préféré perdre du fric. N'empêche, Sam, le vieux Purday, c'est moi qui l'avais décidé à vendre. J'ai perdu cette affaire, et je te considère comme responsable. Je te garde un chien de ma chienne. Sam Shepard ricane, crache par terre, hausse les épaules et tourne les talons. Il a tort de prendre cela à la légère, car quelque temps plus tard éclate l'incident du gros orme. C'est Dudley qui est demandeur. Il manifeste l'intention ni plus ni moins que d'abattre l'orme. Pour raison majeure, évidemment. Comme il connaît bien son frère, il sait qu'il ne peut agir de sa seule initiative.
il a tenu à faire les choses en règle. Il a fait envoyer à Sam, par son homme d'affaires, une lettre circonstanciée. Aussi n'est-il pas surpris lorsqu'il trouve le dit Sam debout, jambes écartées, au bord de la ligne invisible, qui l'apostrophe à travers la cour en agitant un rectangle de papier. « Qu'est-ce que c'est que ce torchon, Dudley? T'as besoin de passer par des avocats pour me parler, alors que ta fenêtre est en face de la mienne? Allons, Sam, si je m'étais contenté de t'en parler oralement, c'est toi qui m'aurais dit de te l'écrire. Mais ne discutons pas de ça. Maintenant, t'es informé? Alors réponds-moi. T'es d'accord? Certainement pas. Notre père ne t'y aurait pas autorisé. Si, mon avocat l'a dit. J'ai un motif valable, comme c'est écrit dans le testament du père. Tes motifs, c'est du bidon, Dud. Dans le testament, c'est écrit qu'il faut d'impérieuses nécessités pour le bien de l'exploitation. C'est ce qui est écrit. Je le connais par cœur. Et le véhicule que tu veux faire manœuvrer, c'est ton nouveau camping-car. Ça n'a rien à voir avec le bien de l'exploitation. Je te voyais venir, gros malin. Et j'ai prévu le coup. Le véhicule dont je te cause aujourd'hui, c'est pas mon camping-car. C'est ma nouvelle machine à semer. Elle non plus, je ne pourrais pas la faire entrer jusqu'à la grange. T'as une nouvelle machine à semer, toi? Parfaitement. Et où elle est? Je signe la commande demain. Et toc. C'est ça. Seulement, ta lettre pour l'abattage de l'arbre, elle a été postée la semaine dernière. Eh ben, je t'en enverrai une autre après-demain. Comme ça, ce sera en règle. Et toc. Je peux prouver que t'es de mauvaise foi. T'auras qu'à m'intenter un procès si t'as rien de mieux à faire de ton argent. Je suis prêt à aller devant le juge. T'as pas le droit de toucher à notre arbre. Il était sacré pour notre père et pour son père avant lui. C'est des bobards, Sam. Je t'ai toujours entendu dire que cette orme te gênait aussi, et que plus ça va, plus il rend nos remises inaccessibles. Alors ne viens pas mêler le souvenir de notre père à ça. Tu t'en fiches autant que moi tes souvenirs. Admettons, Dud. N'empêche que je refuse. Au nom de quoi? Ça te regarde pas. J'ai mes raisons. Je les connais, tes raisons. C'est l'histoire des terrains du vieux Purday que t'arrives pas à digérer. Eh ben, même si c'était ça, j'ai le droit de refuser, ça me regarde. Bref, le genre de dialogue de sourds auquel on peut arriver dans ces querelles. On en vient au hurlement et la discussion se conclut ainsi. Tu peux courir, Dudley. Jamais je ne te donnerai mon autorisation pour ça. Jamais, tu m'entends? Eh ben, je m'en passerai de ton autorisation. J'aurais dégagé cet arbre avant 8 jours. Dudley n'aura pas longtemps à attendre. Dès la nuit suivante, il est tiré de son sommeil par la pétarade caractéristique d'un petit moteur à essence. Il bondit à la fenêtre. L'orme est illuminé par les feux croisés de 2 tracteurs. Dans le pinceau des phares, Sam, apparemment assez éméché, gesticule, environné d'un nuage de fumée. Il tient à 2 mains une tronçonneuse dont il vient d'actionner le démarreur. Dudley crie. « Arrête ça, Sam! T'as pas le droit! De ce côté-là de la cour, j'ai tous les droits! Je suis chez moi! Je m'en vais couper tout ce qui dépasse cet arbre sur mon domaine, y compris le tronc, bien au milieu, juste sur la ligne. Je toucherai pas ta moitié, frérot, c'est promis. » Mais tu sais bien que si tu coupes tout ça, l'arbre va mourir. C'est pas mon affaire, Dud. Dudley écume littéralement. Il disparaît vers l'intérieur de la maison et 2 minutes plus tard, il sort sur le seuil. Toujours en pyjama, mais il tient son fusil de chasse. Aux fenêtres, au bout des bâtiments, dans les 2 camps, quelques ouvriers pointent timidement leur nez sans oser intervenir. L'affrontement des 2 frères a lieu juste sur l'invisible ligne frontière. Sam, dos à l'arbre, agite la tronçonneuse fumante. « Je vais couper, Dud, et tu feras rien pour m'en empêcher. C'est pas ton fusil qui me fait peur. Je sais bien que tu tireras pas sur ton frère. Tu te trompes. Regarde mon Remington, je le charge. Et c'est pas du petit plomb que j'y mets, c'est des balles à ailettes, comme pour les daims.
Ostensiblement, il glisse dans la chambre de l'arme 2 cartouches, terminées par des ogives de plomb de la taille d'un pouce, dont le tour est cannelé, formant de petits ailerons. « Et je te jure que je suis prêt à t'en expédier une si tu touches à notre arbre. » Sam, à son habitude, crache par terre et se retourne vers l'orme en levant la tronçonneuse. Dans son dos claque la première détonation. La balle qui le frôle va se loger dans le tronc de l'arbre. « T'as tiré ? T'as osé tirer sur moi, salaud !»« C'était un avertissement, mon gars. »« Un avertissement ? Tu voulais me tuer ? Tu voulais me tuer ? N'avance pas, on pourrait se faire du mal. » Mais Sam, fou de rage, se lance en avant, pointant la chaîne de la tronçonneuse. Les dents tranchantes rencontrent l'acier du fusil, accrochent l'arme qui est arrachée des mains de Dudley. Sam jette au sol sa tronçonneuse, qui cale brusquement. Il ramasse le fusil. « Tu voulais me tuer, Dud ? Tu voulais me tuer ?» Et l'écume à la bouche, il appuie sur la détente. Dans la cour, l'écho du coup de feu résonne encore une seconde contre les murs, puis c'est un trou de silence. Silence absolu. Dudley Sheppard est encore debout. La balle de son propre fusil lui a traversé la tête, mais il reste debout. Puis, lentement, ses jambes plient. Doucement, très doucement, il tombe à genoux. Il reste ainsi un long moment, tandis que le sang, par saccades, coule sur ses yeux, sa bouche, dégouline du menton sur le pavé. Et doucement, encore plus doucement, il se couche sur le côté. Alors, brutalement, tout se remet en marche. Une femme hurle par une fenêtre, des hommes s'interpellent, descendent les escaliers, décrochent un téléphone. Lorsque la police et une ambulance arrivent, détail affreux, Dud n'est pas mort. Enfin, pas encore tout à fait mort. Les bizarreries conjuguées de la balistique et de l'anatomie ont fait que la grosse balle de plomb est entrée par le front, ressortie par le haut du crâne, mais l'homme vit encore. Il ne voit plus rien, ses membres sont inertes, mais certains centres du cerveau ont conservé leur fonction. Un peu de conscience persiste et les lèvres remuent. Remuent avec une insistance désespérée. Un policier se penche. « Vous voulez dire quelque chose ?» Et il entend l'agonisant prononcer cette phrase incroyable. « Est-ce que j'ai le droit de me venger ?» Il y a des témoins au procès de Sam Sheppard. Certains ne peuvent être retenus, car ils étaient à son service. Les autres étaient employés par la victime, et ceux-là ne peuvent pas être suspectés d'indulgence ou d'amitié pour l'accusé. Mais tous, honnêtement, racontent ce qu'ils ont vu. Tous en conviennent. C'est bien Sam qui a provoqué Dudley. Mais avec des mots, des gestes. Pas avec une arme. Sa tronçonneuse ne menaçait pas son frère, mais un arbre. Par contre, c'est Dud qui a sorti son fusil, et qui s'en est servi le premier. Bien sûr, c'est effectivement Sam qui a tiré le coup de feu mortel, mais il venait d'être lui-même frôlé par une balle. Certes, il a lâché sa tronçonneuse pour prendre le fusil. Il n'était donc plus au sens strict sous l'emprise d'un simple réflexe de défense. Cependant, il a tiré sans viser. Bref, il y a quelques circonstances atténuantes, mais les jurys n'aiment pas tellement les criminels fratricides.
Le verdict ne sera donc pas la peine maximale, mais assez sévère tout de même, 10 ans de réclusion. Pendant ces années, il va se passer des choses très diverses à Morristown. D'abord, les conséquences du drame. Tout à fait normal, les deux frères n'ont ni femme, ni enfants, ni associés pour reprendre leurs exploitations. Elles sont liquidées, vendues aux enchères et rachetées par la puissante coopérative. Mais ce sont les terrains qui l'intéressent, pas les bâtiments. Ceux-ci sont donc laissés à l'abandon. Et c'est là qu'adviennent les autres choses, celles qui appartiennent au folklore campagnard. Tout a commencé avec l'ultime phrase de Dudley, cette incroyable question qu'il a posée dans son dernier souffle. Est-ce que j'ai le droit de me venger? Les paroles d'un mourant qui ne se rendait pas compte de son état et n'avait, oserons-nous cet abominable jeu de mots, plus toute sa tête. Cependant, cette phrase étonnante a été connue de la population et elle a fait son effet sur les imaginations. Vous savez comment cela se déroule dans les petits coins perdus où il ne se passe pas grand-chose. Le souvenir de cette phrase, amplifié par l'allure délabrée que prennent les bâtiments désertés de la ferme, cela suffit pour faire naître des récits bizarres que l'on se répète à mi-voix. Des récits où il est question d'une silhouette qui erre autour du vieil orme. D'une silhouette qui attend pour sa vengeance le retour du frère criminel. Vous voyez le tableau. En fait, des gamins en mal de distraction ont dû apercevoir de nuit un vagabond qui profitait de la réputation des lieux pour se loger sans payer, et ils se sont inventés des frissons. 9 années plus tard, pour être précis, 9 ans, 5 mois, 17 jours après le drame familial, le village est secoué vers 4 heures du matin par les échos d'une explosion. Sam Shepard a bénéficié d'1 an de remise de peine pour bonne conduite. Et sa première pensée, à sa libération, a été de revenir à la ferme. Depuis la mort de son frère, il n'avait qu'une obsession, détruire cet orme, responsable de tous les malheurs. Alors, il l'a détruit en employant les grands moyens. À peine sorti de prison, il a sauté dans un bus, repéré le chantier de la nouvelle voie rapide qui passait à travers la montagne. Il s'y est fait engager comme manœuvre. Dès la première nuit, il s'est laissé enfermer. Il s'est introduit dans la réserve d'explosifs, où il a dérobé une caissette de dynamite qu'il a fourrée dans son sac à dos. En route vers la ferme et vers son vieil ennemi, l'orme. Seulement, c'est tout un art de faire sauter de la dynamite. Et le malheureux Sam va s'en rendre compte, mais trop tard. Quand le shérif arrive, il trouve Shepard tassé au pied d'un mur et bel et bien mort, soufflé par l'explosion. Mais le médecin légiste est d'un autre avis. Le décès n'est pas dû à l'explosion. Cet homme a été tué par balle. Une balle qui a pénétré entre les 2 yeux. L'autopsie permet de retrouver le projectile dans le crâne de la victime. Il s'agit d'une balle de plomb, une balle à ailette, large comme un pouce. Qui a tiré? Réponse: Dudley, le défunt frère de la victime. Oui, c'est bien Dud qui a tiré cette balle. Mais 9 ans, 5 mois et 17 jours plus tôt. Explication. Au cours de la confrontation, 9 ans auparavant, 2 balles ont été tirées. La première avait frôlé Sam et s'était incrustée dans le bois de l'orme. Lorsque la charge de dynamite a pulvérisé l'arbre, le bout de plomb a été catapulté par le souffle de l'explosion vers la tête de Sam, entre les 2 yeux. Exactement comme lui-même avait tué Dudley. Il fallait nous y attendre. Nous vous entendons déjà ricaner.
en nous accusant de suggérer que l'on vient d'assister à une vengeance posthume. Allez-y, messieurs, dites-nous. Et pourquoi vous arrêtez là? Vous pouvez faire encore plus glauque. Changez carrément le titre de votre histoire. L'orme qui tue. Cela vous convient-il? Musique lancinante, violoncelle macabre, trémolo de trompette bouchée. L'arbre avait une âme, nourrie de la vénération que lui portaient les Sheppards depuis des siècles. Il se sentait l'objet de tous les respects, de toutes les vénérations. Et voici que ce mécréant, cet iconoclaste de Sam, au mépris du testament paternel, décide de lui faire la peau, en l'occurrence l'écorce. Déjà, il n'est pas content, l'orme. Et pour comble, Sam trucide son propre frère, le défenseur de l'arbre, sous les yeux de celui-ci. Alors, que fait-il, le vieux sage branchu? Il garde en son tronc noueux la balle que le trépassé destinait à Sam. Il la cache jusqu'au moment propice, car il sait, en son cœur d'arbre, que le meurtrier reviendra mener à bout son forfait. Il attend. Le temps n'est rien pour un arbre séculaire. Et 9 ans, 5 mois et 17 jours plus tard, en mourant, soufflé par la dynamite, il envoie les 10 grammes de plomb entre les 2 yeux de l'assassin. À moins que ce ne soit l'âme de Dudley qui se réfugie dans l'orme, qui entre en communion avec l'esprit de l'arbre. De grâce, ne tombons pas dans les enfantillages et raccrochons-nous à la bonne vieille bouée de sauvetage de la raison. Le hasard. Oui, accrochons-nous bien à cette certitude rassurante quand nous avons peur de couler à pic. Car si ce renvoi de balle n'était pas dû au hasard, ce serait carrément impossible, n'est-ce pas? Mais ce qui serait encore plus impossible, c'est que ce soit du hasard. Et voilà donc une histoire qui pourrait presque remettre en question votre propre notion du hasard. Et si elle ne va pas jusque-là, j'espère au moins qu'elle vous aura distrait et intrigué. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, parler de mes lectures autour de vous. Et moi je vous fixe rendez-vous très bientôt pour une nouvelle lecture. Il vous en reste encore beaucoup d'autres à découvrir qui ont déjà été publiés. Donc, belle découverte et à très bientôt.